Si je vous parlais de Rabé et de Lys, vous allez tout de suite reconnaître que je parle de Lys Mianzouri, le roman science-fiction de M. Nzou, réédité pour cette année 2023 chez les éditions Carnet. On parle de science-fiction, on parle d'Antananarivo dans ce livre. J'ai le plaisir de vous présenter pour cette première édition de notre podcast sur Culture 261, votre magazine culturel, M. Nzou, qui est l'auteur de ce roman, un best-seller pour la littérature contemporaine malgache. On va parler pendant 1 heure de tout, vraiment de tout, parce que bon, Lys Mianzouri, c'est pas tout simplement de la littérature, mais également, ça parle de notre société. Monsieur Nzou, bienvenue. Merci de m'accueillir. Oui, on est vraiment ravis de t'accueillir ici sur ce plateau de Culture 261. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein. Ça fait plus de 10 ans. Comme je disais, on se connaissait depuis Diramat, le film de Johanna Rassoandré. 2015, 2016, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Oui, après, on a travaillé également ensemble pour la préparation de l'exposition, de l'album, disons, de l'album prosodique de Naas. Oui. Et entre-temps, on a travaillé également sur des événements ici et là. Nos chemins se sont croisés dans des conférences, dans des événements, dans des rencontres formelles, informelles. Oui, voilà, quoi, on se connaît depuis plus de 10 ans. Bon, pour faire court, quoi. Oui. Parce que bon, on est en 2024, là. Carrément. Carrément, oui. Donc voilà, tu te décris comme hyper créatif. Hyper créatif. C'est quoi hyper créatif, en fait? Oui, en effet, je me décris comme hyper créatif, comme en faisant une sorte d'analogie à hyperactif, on va dire. Une personne hyperactive ne se pose jamais et on va dire est assez turbulent, qui fait ceci, qui fait cela, qui ne peut pas tellement se retenir de faire ça. Et par analogie, je suis hyper créatif, je crée tout le temps, tout le temps sans arrêt. Je crée ceci, cela, ça dépend des médiums. Donc, je n'ai pas de quelque chose de la page blanche ou bien de panne ou bien ça ne m'arrive jamais. Oui, mais quand même, on peut dire que tu es écrivain. Avant tout, je suis écrivain avant tout. J'aime à dire que je suis écrivain avant toute chose. Avec le film de Johanna, j'étais quelque chose comme un conseiller au niveau du scénario. Des scénarios, quelque chose comme ça. Des conseils, c'était... Elle était scénariste du film, mais j'étais quelque chose comme un conseiller, on va dire. Quelque chose comme ça. Voilà, oui, mais ça a toujours un rapport avec l'écriture, tout ça, quoi. Oui. Voilà. Et comment tu trouves en ce moment l'écriture ici à Madagascar? Parce que, bon, on dit toujours que les gens ne lisent pas, quelque chose que tu refutes. Mais est-ce que les gens écrivent? Oui. Les gens, à Madagascar, je pense que les gens n'ont jamais aussi écrit et lu dans toute l'histoire de Madagascar. Ensuite, c'est la qualité, parce que je dis écrire, c'est écrire sur Facebook surtout, tout et n'importe quoi et n'importe comment, et lire aussi tout et n'importe quoi et n'importe comment. Donc la quantité est considérable pour ceux qui sont sur Facebook, mais c'est la qualité qui, de mon avis, nécessite une certaine réflexion, on va dire. Il faudrait absolument que... Et ça commence à y en avoir des
des pages ou bien des profils ou bien des groupes qui élèvent, on va dire, qui élèvent le niveau ambiant. Mais on va dire, surtout des médiums, comme tu le dis, on écrit beaucoup sur le digital alors. Beaucoup, et je ne pense pas du tout que ça va affaiblir. Au contraire, ça va en avance de plus en plus sur le digital, comme de plus en plus de gens ont un ordinateur dans leur poche, on va dire, un smartphone. De plus en plus de gens ont accès à l'écrit, ont accès à un device, on va dire, un appareil pour écrire et pour lire. Et en tant qu'écrivain, c'est absolument magnifique d'une part, et d'autre part, il faudrait absolument, on va dire, il ne faudrait pas rater ce train, on va dire. Mais est-ce que c'est aux écrivains de s'adapter, ou est-ce que c'est vraiment la société qui doit encore s'adapter aux livres, aux écrits et tout ça, ou est-ce que c'est les écrivains qui doivent s'adapter à cette tendance de la société? Dans une société, on va dire, qui fonctionne comme il faut, on va dire, l'écrivain ne devrait avoir à faire que d'écrire et faire la promotion, on va dire. Mais on va dire qu'ici, c'est un peu particulier par euphémisme. Et en tant qu'écrivain qui s'intéresse beaucoup à la technologie, aux nouvelles technologies et mœurs et tout ça, je ne peux pas m'en empêcher d'aller explorer tout ça et de proposer, essayer des choses, ceci et cela, avancer des propositions pour voir. Parfois, ça ne marche pas comme je l'aurais souhaité. Et on va dire, est-ce que j'abandonne ou bien est-ce que je persévère ou bien est-ce que j'essaie d'autres choses, et j'ai du mal à abandonner, on va dire. Justement, j'ai lu parmi tes tweets comme quoi tu voulais persister sur le digital. Le contexte est que tu sors depuis le 23 décembre 2023 une nouvelle version, une nouvelle édition de L'Ismi Anzouri, ton roman Sifi, en version papier. En version papier. Et dans ton tweet, tu as dit je voulais persister, mais l'environnement ne le permet pas. Donc, tu parles de l'environnement digital ou bien de l'environnement de l'édition en livre Le marché. Je parle surtout de marché qui est conditionné par la demande, on va dire. Les gens, dans une certaine proportion des lecteurs et des lectrices, insistent sur le livre en papier. Et ça fait quelque temps déjà que ça... Ça fait 2 ans. Hein. Oui, ça fait 2 ans, quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit que oui, ça va venir, mais ça peut prendre du temps. Et les gens, il y en a qui disent que on attendra. On attend. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait une belle rencontre avec les éditions Carnet, qui ont fait en sorte de permettre que ça puisse arriver. Le livre en papier de L'Ismi Anzouri. Donc, de mon côté, je persiste toujours sur comment ça demande réflexion, sur comment le digital pourrait être mieux proposé, on va dire. Ça demande beaucoup de réflexion et de travail aussi, d'apprentissage et de tests. Et ça va venir. Dans tous les cas, mon souhait, et c'est en train de... Mon souhait, le souhait des lecteurs surtout, c'est par exemple, quelqu'un veut lire L'Ismi Anzouri en version papier, et il y a des versions papier disponibles.
etc. etc. Et le digital va venir ou bien va revenir sous une autre forme, bien assez tôt, je l'espère. Justement, entre-temps, tu as développé également le livre audio. Le livre audio, c'est comme tu as dit, tu aimes bien tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique. Entre disons, l'audio, le digital, lecture, je dirais tout ce qui est écriture sur le digital, le livre, lequel tu préfères le plus? J'ai une préférence pour lire le livre à lire, on va dire. J'ai une préférence pour le livre à lire que pour le livre à écouter. Mais ça dépend. Pour le livre, quand je lis, j'ai besoin de me poser, on va dire, de m'asseoir ou bien de ne pas tellement bouger. Et je consacre ce temps à lire. Mais le grand avantage des livres audio, c'est que je pourrais, par exemple, faire la cuisine ou bien je pourrais... Par exemple, une personne pourrait conduire une voiture ou bien faire le ménage et tout ça, et lire dans sa tête, on va dire, écouter un livre audio en même temps, je pense que c'est magnifique. Et proposer un livre audio, ça allait de soi. En plus, le narrateur, qui s'appelle Zomanour, il est à fond dedans et on va dire qu'on est sur la même longueur d'onde sur tout ça. Je voulais rebondir sur ta réponse quand tu as dit que le narrateur de tes livres audio, c'est Zomanour, un nom très connu dans le milieu de l'écriture et de la littérature malgache. Toi, en tant que, disons, un jeune écrivain qui a su apporter ta contribution dans la littérature malgache, comment les gens, disons, les noms qui sont déjà connus, reçoivent-ils le nouveau format de littérature? On va dire qu'au début, c'est assez... Comment dire? C'est assez timide, on va dire. Comme toute nouvelle chose, pas que dans la littérature, il y a toujours un moment où qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, assez ovni, on va dire. Est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est seulement une tendance ou... Ça va passer et tout ça. Et ensuite, le vrai test, je pense, c'est que est-ce que le public suit? Par exemple, est-ce qu'un livre, par exemple, quand Lismian Zouri est sorti, c'était assez nouveau et tout ça, mais le public a suivi, ça a rencontré son lectorat, jusqu'à maintenant. Et c'est le vrai test, je pense. Ensuite, pour le livre audio, c'est assez... Je pense qu'on est au tout début. Ça devrait, et ça va. C'est juste une question de temps, j'y crois fermement que ça va marcher, mais c'est une question d'adoption, on va dire, et aussi il y a aussi les offres, on va dire, les offres des opérateurs téléphoniques aussi qui jouent beaucoup, et c'est une question d'habitude aussi. Je parle de public de Madagascar. Et ça va... Ensuite, pour le livre digital, on lit beaucoup déjà. Tout le monde lit beaucoup sur son téléphone, mais on en a parlé, c'est la qualité et tout ça. Et ensuite, on verra. C'est pas une mince affaire. Ça va... On en est au tout début à Madagascar. On est un peu... entre guillemets, on peut beaucoup passionnément à la folie, en retard, par rapport à tout ça. Il faut bien commencer quelque part. Déjà, il y en a d'autres qui s'y essayent et c'est bien. On vit une époque unique dans l'histoire de l'humanité, une époque vraiment magnifique dans bien des sens du terme, et bien évidemment il y a de quoi s'inquiéter aussi comme toute
comme toute technologie, on va dire, comme toute transformation en cours. Mais est-ce que notre retard ne nous épargne pas justement de ces... Oui, c'est triste et frustrant. Ce retard, ce grand retard, c'est très triste et très frustrant quand on voit le monde qui avance à grands pas, à une vitesse exponentielle, on va dire. Mais il faut bien commencer quelque part, il faut savoir s'y prendre aussi, avec tout ce qui va avec. Il ne faut pas juste regarder le train en marche, on va dire. Il faut absolument savoir s'y faire. Comment ça il faut essayer. En tout cas, c'est ce que je fais. J'essaie. Je m'immerge. Je suis à fond dans la nouvelle technologie. Et l'année qui vient et les années qui vont venir, ou même cette année 2024 et tout ça, ça promet. Ok. On va dire qu'on a de l'espoir, quoi. On a de l'espoir par rapport à tout cela. Oui. Justement, toi qui as voyagé par rapport à disons, le développement de la culture, comment ça se passe ailleurs? On assiste à une transformation, on va dire, transformation quasi mondiale de la culture grâce ou à cause d'eux, ça dépend, à cause des nouvelles technologies justement, où chacun a la possibilité de faire entendre sa voix, on va dire, et chacun a la possibilité de choisir sa propre acculturation ou bien ses propres acculturations. Par exemple, ce matin, je choisis la Corée, par exemple. Demain, je ne choisis pas, mais ce sera les États-Unis qui me choisissent. Quelque chose comme ça. On vit dans des changements, des bouleversements culturels quasi quotidien, je serais tenté de dire. C'est très bouleversant, c'est très rapide, et je pense que notre cerveau humain a du mal à s'y faire. Oui, mais toi, tu fais partie de ces, disons, qui est le seul auteur, disons, qui a été auteur malgache, qui a été traduit en 4 langues. Quelle est la place de la langue donc, dans tout ce bouleversement mondial, quoi? Justement, c'est une question très, très intéressante. Et je suis en pleine réflexion, parce que déjà, l'anglais, on va dire, c'est la première langue. La première langue dans bien des sens du terme, la langue de l'intelligence artificielle aussi. On dit que le langage de programmation qui est en train de se positionner, c'est l'anglais. Il faut maîtriser... il faut avoir une certaine maîtrise technologique et linguistique de l'anglais pour savoir écrire des prompts, pour générer des textes et des contenus, on va dire, à travers l'intelligence artificielle. Et ensuite, il y a aussi les applications, on va dire, qui traduisent quasi instantanément. Une langue, par exemple, on parle en français, il y a juste une petite latence de quelques secondes à peine. Et ça traduit, on va dire, en espagnol, en anglais, en chinois, et que sais-je encore. Et donc là, on est en train de se demander est-ce que l'anglais, par exemple, va suffire? Mais est-ce que tu crois vraiment que la technologie va remplacer certaines fonctionnalités, certaines facultés de notre cerveau? C'est en train de remplacer bien des fonctions du cerveau. Déjà pour Google et les moteurs de recherche, ça remplace
une certaine partie qui est la recherche, ça facilite. Ça facilite bien des choses qui nous rend un peu, si on n'y prête pas attention. Et maintenant, il y a les chats GPT et tout ça qui sont en train de faciliter, qui sont en train de remplacer notre raisonnement même. Notre faculté à raisonner, à structurer tout ça. Si on ne prête pas attention, ça va tellement nous faciliter la vie qu'on va y perdre des plumes et même une certaine partie de notre humanité, on va dire. Et moi, ce que j'en pense, c'est un outil. Ce sont des outils formidables, magnifiques, très puissants. Mais il faudrait savoir, on va dire, pondérer tout ça. Il faut un juste milieu. Justement, tu parlais qu'on pourrait perdre certaines parties de notre humanité, de tout cela. Et également, on reproche toujours à ces nouvelles technologies que c'est très... disons, polluant, quoi. Polluant. Justement. On parle de ça parce que, là, avec les serveurs et tout ça, on consomme trop d'électricité, on consomme trop d'énergie dans tout cela. Oui. Où est-ce que tu te positionnes par rapport à cela? Je me positionne du côté vert, on va dire, et du côté arbre et forêt et la nature et tout ça qui devrait aller main dans la main, on va dire, avec l'humanité, la nature et l'humain, on va dire. Donc les serveurs et tout ça, je pense pas que... Le vrai problème, je pense que c'est la reforestation. Il faudrait, par exemple, dans une ville, par exemple, à Tananarive, il faudrait une ville verte, des espaces verts partout. Et sur les routes, sur les RN, les routes nationales et tout ça, il faudrait de la verdure. Donc moi, je suis pro, je suis à fond pour qu'il y ait plus de serveurs, pour qu'il y ait plus d'électricité, pour qu'il y ait plus de technologie. Je suis très à fond, bien plus. Mais en même temps, il faudrait que la planète soit verte. Donc, dans une certaine conception, on va dire, high-tech et low-tech en même temps. Donc, il faudrait travailler non seulement sur les nouvelles technologies, mais il faut travailler également sur tout ce qui est notre manière de protéger, de redonner de la vie à la Terre, quoi. De redonner de la vie à la Terre, exactement. Il faut impérativement travailler sur cela et redonner. C'est très bête, on va dire. C'est très bête en tant qu'humain de négliger notre habitat. Notre habitat, c'est cette planète qui nous donne presque tout. Qui nous donne presque tout déjà à manger, de quoi respirer, de la beauté. Une beauté magnifique. Et tout ça, c'est bête. C'est très bête pour une certaine partie de l'humanité qui décide. Les dirigeants, ils sont assez inconséquents, on va dire, et il faut impérativement replanter, reconsidérer notre place dans l'écosystème planétaire, on va dire. Et certains suggèrent, se dirigent déjà sur cette option qu'on va laisser tomber, qu'on migre vers une deuxième planète. Qu'en penses-tu de cela? Je pense qu'au fond, il y a une partie de partir sur la planète Mars ou bien de comme Elon Musk sur la planète Mars ou bien de Jeff Bezos qui pencherait plutôt sur bâtir des cités, on va dire, pas sur les planètes ou bien sur les satellites, mais bien quelque part dans l'espace. Et tout ça, je pense que pour eux, c'est
une partie, c'est un plan B. Au cas où l'humanité va jusqu'au bout de sa bêtise, et au moins il y aura un plan B. D'une part, bien évidemment, il y a des motivations bien mercantiles dans tout ça. Et évidemment, il y a des choses comme ça, et il y a un rêve d'une humanité multiplanétaire. Mais quelque part, je pense qu'il y a ça au cas où l'humanité va au bout, à l'extrême de sa bêtise, ou bien quelque chose comme un météorite, ou bien des choses qu'on ne peut pas échapper. Au moins, on a un plan B. Personnellement, je ne me vois pas aller habiter sur une autre planète, ou bien personnellement ça ne me branche pas du tout, mais j'aimerais beaucoup que le maximum des gens possibles qui veulent y aller, y vont. Il y a des milliards de gens qui y vont, allez-y, il faut leur permettre d'y aller. J'aurai ma place. C'est bien d'avoir le choix. Oui. Justement, dans l'Isme Anzori, tu parles justement de cette, disons, de cette période post-destruction, je ne sais plus comment on va dire ça, apocalyptique. Est-ce que ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, de retravailler, repenser un peu notre manière par rapport à la Terre? Oui, ça rejoint parce qu'en l'état actuel des choses, nous, habitants de Madagascar, nous sommes bien inconscients, on va dire par rapport à nos aïeux et nos ancêtres et tout ça. On a bien foutu le bordel, on va dire. On a bien foutu le bordel. Imagine, on habite la capitale de Madagascar. Qui ne sait pas que la capitale, c'est de l'eau? Il y a de la terre et surtout de l'eau un peu partout. Qui ne sait pas ça? Nos aïeux le savaient très bien, ils ont su. Et ils ont maîtrisé l'eau. Ils ont maîtrisé l'eau, c'est la base. C'est la base d'Antananarivo, on va dire. C'est la base. S'il ne faudrait savoir qu'une première chose, c'est maîtriser l'eau. Ensuite, il y a l'eau et la terre, bien évidemment, ça va ensemble. Et les personnes, les humains, bien évidemment, ça va ensemble. Et à l'extrême, on va dire, pousser tout cela, la capitale de Madagascar, maintenant, Antananarivo, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel où personne ne semble savoir quoi faire, où le cynisme est en train, le cynisme et le fatalisme. Et c'est comme ça, les gens sont comme ça, il n'y a plus rien à faire, c'est comme ça. Mais est-ce que tu es de ce côté-là? Non, pas du tout. Moi, je suis du côté des naïfs. Je suis du côté des naïfs et je dirais il y a un certain optimisme dans la naïveté, mais surtout dans un certain réalisme. Un problème, c'est juste une solution qu'on n'a pas encore trouvée. Et par exemple, avant, du temps de nos ancêtres et tout ça, il n'y avait rien. Il n'y avait que de la forêt et tout ça. Ils ont su faire quelque chose à partir de ce rien. Est-ce qu'on est plus con, on va dire, que nos ancêtres? Oui, je le pense, collectivement. Et c'est juste des problèmes bien posés. Et il y a des solutions à tout ça. Il y en avait. Oui, mais on avance toujours. On avance toujours le problème d'argent, quoi. On n'a pas les fonds pour avancer. On n'a pas les fonds pour nettoyer. On n'a pas les fonds pour réorganiser peut-être la ville. Je ne nie pas ça. Mais surtout, c'est par exemple nos voisins, nos voisines. À l'île Maurice, par exemple, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas de capital humain, on va dire. Pas beaucoup, mais ils ont un capital humain. Le peu qu'ils ont, ils utilisent le cerveau, on va dire, pour être très cash, on va dire. Si on n'a pas l'argent, on utilise notre cerveau. Ok.
Justement, allez, on va parler d'Antananarive. Pas seulement l'Antananarive dans l'Isthme Anzourou, mais Ok. l'évolution d'Antananarive économiquement. On va dire c'est une pente assez glissante. Généralement, c'est pas du tout ça. Économiquement, par exemple, Antananarive, parmi toutes les capitales du monde, Antananarive est à la traîne. Ça, c'est indiscutable. Les datas, les chiffres et tout ça peuvent en attester, on peut vérifier ça aisément. Ceci étant dit, il y a, on va dire, on a des mastodontes, on va dire, qui émergent, qui sont valorisés à des dizaines, centaines, même des milliards de dollars et tout ça, qui sont en train de briller, on va dire. D'une part, ça devrait être une fierté. Ensuite, est-ce que ça profite au plus grand nombre, on va dire? Je pense que ça devrait aller dans ce sens, dans le domaine de l'art, on va dire, dans le domaine de l'art contemporain, le mécénat. C'est très bien ce qui se passe. C'est en train une sorte de give back, on va dire. C'est très important, le give back. Et j'espère que ça va aller encore et encore dans ce sens. Et aussi, ça va s'ouvrir vers les jeunes entrepreneurs, vers les startups et tout ça, exponentiellement. Donc, économiquement, je suis du côté qu'il faut absolument créer un environnement propice pour que les jeunes puissent entreprendre et créer de la valeur, créer du travail, créer de la richesse et en faire bénéficier la capitale, puisqu'on parle de la capitale, et en faire bénéficier l'île, le pays, et en faire bénéficier le monde. Oui, je posais la question justement parce que je voudrais avoir ta réponse par rapport à la place de l'économie, de l'argent, et par rapport à la culture. Ça a une place prépondérante. Par exemple, de tout temps, dans toutes les époques et dans tous les espaces aussi, les espaces géographiques, les pays, les sociétés et tout ça, l'argent, on va dire, le capital a une place majeure. Il faut, comme le disait Xi, de Xisema, il disait que l'argent, c'est le fil. C'est le fil qui précède, qui suit l'aiguille pour coudre, on va dire. Par exemple, la culture, on va dire, l'art, la culture, c'est l'aiguille. Mais l'aiguille ne suffit pas pour créer un beau vêtement, on va dire. Il faut un fil. Le fil, on va dire. Et c'est ça, l'argent. Plus la file est longue, plus on arrive à créer, à coudre quelque chose de je dirais beau et immense et pérenne et tout ça. Parce que ça revient encore sur ton tweet qui parlait que tu voulais rester sur le digital, mais disons, c'est la demande, c'est vraiment tout cela qui t'a un peu convaincu de refaire le l'Isthme Anzourou 2.0, disons. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire avec disons, réédition de l'Isthme Anzourou? L'édition livre en papier. Livre en papier. Livre en papier, c'est de permettre d'abord aux gens de pouvoir lire l'Isthme Anzourou. Ceux qui n'ont pas lu, et il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, on va dire. Et déjà, de un, c'est que ça soit disponible. Quelqu'un, quelque part,
ici à Madagascar souhaiteraient lire, et il y en a de disponibles. C'était assez triste de devoir tout le temps dire qu'il y en a plus, mais ça va venir à la longue. Et là, je suis soulagé. Je suis soulagé qu'il y en ait de disponibles. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Il y en aura toujours de disponibles, encore et encore. Et d'autre part, puisqu'on a parlé de digital, j'espère aussi que l'Ismianzuri ou autre chose, que c'est bien dommage de ne pas profiter de nos ordinateurs et de nos téléphones et de ne pas profiter de ces appareils pour proposer des choses. Et je pense qu'on est au tout début, on est à la traîne ici à Madagascar, on est dans un monde, on va dire, d'avant PayPal et tout ça, mais il y a les mobiles monnaies, mais bon, c'est pas ça avance, mais très lentement, à mon goût, quand on sait qu'ailleurs, dans les pays qui ne reculent pas, ils sont très, très... Ils sont très... Et on veut ça, je pense qu'on veut ça. Tout le monde veut ça. Mais à qui la responsabilité? La responsabilité, à qui la responsabilité? J'essaie de ne pas nommer des noms on va dire, pour citer Roosevelt, Éléonore Roosevelt. Elle a dit, on va essayer de parler d'idées et non de personnes. Et on va dire qu'il faudrait, il faut des gens, il faut des idées, on va dire, il faut les bonnes idées. Et les bonnes idées, ça convient à un problème donné. Et une bonne idée, on va dire, apporte une solution qui marche à ce problème donné. Et il faudrait juste, entre guillemets, que de créer les conditions pour que les bonnes idées puissent prospérer et être réalisées, on va dire, dans la vraie vie, entre guillemets. Et c'est cet environnement, je pense, qui n'existe pas à Madagascar. C'est un environnement qui favorise le fatalisme, le fatalisme et tout ce qui en découle, on va dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a beaucoup de bonnes idées. On parle ici, on lit ici. Il y a beaucoup de bonnes idées aussi à Madagascar, mais on ne sait pas quelle est la priorité. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Et là aussi, il y a, pour savoir quelle est la priorité, pour savoir prioriser tout ça, il faut aussi une faculté d'analyse, on va dire. Est-ce qu'on ne pose pas donc les bonnes questions? On ne pose pas les bonnes questions. Justement, on ne pose pas du tout les bonnes questions ici à Madagascar. On ne pose pas les bonnes questions. Il faut savoir poser les bonnes questions. Et pour bien poser les bonnes questions, il faut bien analyser. Il faut lire aussi. Il faut bien lire et tout ça et être au courant de ce qui se passe maintenant, de ce qui s'est passé dans le passé ici à Madagascar et ailleurs et tout ça. Il faut tout ça. Tu fais toujours référence au passé. On reproche toujours aux intellectuels malgaches de ne pas raconter l'histoire, la vraie histoire de Madagascar, parce qu'on dit toujours que pour mieux avancer, il faut toujours savoir d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est. Est-ce vraiment une reproche? C'est bien fondé ou est-ce qu'on s'est fait des idées, quoi? Non, je pense que je vais essayer de reformuler le problème, on va dire, de reformuler la question, on va dire. Le gros souci, c'est l'accès à la connaissance, on va dire, l'accès à l'histoire. Par exemple, les livres disponibles, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a des rééditions et tout ça? C'est surtout ça. Parce que si les citoyens
les habitants de Madagascar ont accès à l'histoire, accès à des livres, pas qu'un seul livre, mais à toutes sortes de livres, comme partout ailleurs, on va dire, qui ont compris la chose. Le problème ne se pose pas. Le problème de ils ne disent pas la vraie histoire, et tout ça, ça ne se pose vraiment pas. Ça me rappelle c'est assez amusant et triste à la fois que pour cacher une chose à un Africain, il suffit de mettre ça dans un livre. Et bien, ça s'applique aussi ici. Ensuite, on part de là. Là, le problème est bien posé déjà. Et ensuite, personnellement, je ne vais pas débattre avec une personne qui croit qu'on vient de Madagascar, par exemple. L'origine du monde, ce sont nous, ici. Je ne vais pas débattre ça. Ah ouais. Les Japonais, au fond, on ne le sait pas, mais ils pensent presque la même chose. C'est quelque chose de typique à une île, on va dire, assez particulier. Mais le problème, est-ce que cette croyance, on va dire, est-ce que cette croyance fait avancer la société ? Est-ce que cette croyance nous fait avancer en tant que société ? Et force est de constater que par rapport aux intellectuels et tout ça, entre guillemets, les farfelus, bien ceux qui pensent et ceux qui croient et ceux qui soutiennent tout ça, la société recule. On est dans une situation honteuse, on va dire. Ensuite, pour rebondir sur les intellectuels, j'aime bien comment ils disent que les intellectuels doivent se remettre en question. Les intellectuels de Madagascar doivent absolument se remettre en question parce qu'on constate tous l'échec, donc leurs échecs. Les intellectuels de Madagascar ont failli. Et il faut absolument une certaine capacité à se remettre en question, ne pas rejeter la faute à autrui, comme le font presque tout le monde ici. Si les intellectuels le font aussi, c'est qu'il y a un gros problème, plus gros problème qu'on y pense. Dans tous les cas, il faut absolument se remettre en question, les intellectuels, et il faut se remettre en question et dialoguer aussi. Dialoguer parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui parlent, qui écrivent, mais je sens que c'est des monologues. Des monologues. On a le sens du dialogue. Ici, ça se perd. Il faut dialoguer, il faut discuter, apprendre, réapprendre les codes d'une bonne discussion. Il y a des clubs pour ça. et je pense que on est vraiment dans une période de remise en question profonde. Mais le problème, d'après ce qu'on voit, c'est que il a un monologue justement parce que chacun pense que c'est lui le héros. Je suis totalement... Par exemple, en parlant de héros et des super-héros d'Hollywood et tout ça, c'est un aveu d'échec de la société, on va dire. Par exemple, il y a Superman ou bien il y a Batman qui font le boulot de la police, par exemple, de l'administration, du Fanzakan. C'est assez problématique. Et en parlant de héros, on va dire, personnellement, je préfère les sociétés comme, par exemple, les pays scandinaves, nordiques d'Europe, ou bien la Corée du Sud, le Japon, qui sont assez... où ils ont réussi à civiliser leurs citoyens et leur administrer, à civiliser. J'insiste sur le fait où ils ont réussi à civiliser, parce que personne ne naît civilisé. On le devient. Bien. On devient un bon citoyen. Le civisme n'est pas inné. Oui. Donc, il faut inculquer ça. Et il y en a qui réussissent. Et on le voit. Et il y en a qui ne réussissent pas et qui blâment les autres. Donc, on revient donc sur cette question. Toujours tendance dans les réseaux sociaux, c'est l'éducation qui nous manque. Oui, l'éducation, c'est...
on en parle toujours, tout le temps. Mais d'abord, il faudrait redéfinir c'est quoi l'éducation. Parce que pourquoi éduquer les enfants, par exemple? Pourquoi aller à l'école? On pourrait ne pas le faire parce que l'ONU, par exemple, nous pousse à le faire. Oui. Soit, mais pourquoi l'ONU nous pousse à le faire? Il y a une raison, tout ça. Est-ce que ces enfants de bas âge et tout ça, ils vont à l'école pour devenir quoi? L'éducation a été pensée pour quoi? Par exemple, le système éducatif français, ça a été pensé pour l'administration surtout, pour bien faire fonctionner l'administration et tout ça, dans cet esprit-là. Par exemple, dans le système anglophone, américain, anglais, tout ça, ça va un peu plus dans le sens on va dire, de l'entrepreneuriat et tout ça. Ça se ressent dans les colonies, dans les anciennes colonies. Et tout ça, par exemple, dans les pays asiatiques, il y a bien un focus sur la discipline et l'excellence. Il y a pas de... on se réveille très tôt le matin, on se couche très tard le soir. Après l'école, il y a l'après-l'école et tout ça. C'est l'excellence, la discipline et le rythme, un rythme fou. Et nous, ici à Madagascar, pourquoi il y a des écoles? Personne ne se pose cette question. Parce qu'on va juste à l'école, parce que c'est ça. On a besoin de diplômes. Parce qu'on a besoin de diplômes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait l'anglais? Parce que c'est... Pourquoi les mathématiques, ça sert à quoi? On s'en moque, par exemple. On s'en moque, je fais ceci. Ça n'a pas besoin de logarithme, on va dire. Mais pourtant, c'est lié. Il y a la base, c'est de repenser et de s'asseoir et de penser profondément à quoi sert l'éducation. Et je parle également de l'éducation civique. Oui, l'éducation civique. Oui, on en a parlé. L'éducation civique, le civisme, c'est de former de bons citoyens. Moi, je me demande à quoi ça sert d'avoir une seule matière. Justement, c'est la question que je voulais poser. Justement, est-ce que le civisme, l'éducation civique, donc, est-ce que c'est seulement à l'école? Non, c'est pas du tout. C'est pas seulement à l'école, mais comme un enfant, on va dire, passe le tiers de son temps et presque tout son temps à éveiller, on va dire, 8 heures par jour à l'école, 8 heures sur 24 à l'école, de bon matin à assez tard le soir, on va dire. Les parents qui vont travailler avec les embouteillages et tout ça, voient à peine leurs enfants du lundi au vendredi et même le samedi. Donc, il y a très peu de temps pour les parents pour inculquer, on va dire, à leurs enfants. C'est pour ça que l'école tient une place particulière. Les écoles ne peuvent pas échapper à ça, à cette responsabilité immense, parce que les parents payent. Ou bien les parents, il y a toujours une entité qui paye les écoles pas juste pour les notes. Il y a aussi, comme on dit en malgache, il y a le fénarn, il y a le fanabiazan. Il y a qu'est-ce qu'on apprend, les machins académiques, on va dire. Et il y a aussi pour former de bons êtres humains. Et on parlait au tout début justement de cette mauvaise habitude des Malgaches à lire n'importe quoi et n'importe comment. Est-ce que l'éducation à la lecture, à l'écriture ne devrait pas être également inculquée aux enfants, ou comment pourrait-on lier tout cela, quoi? Lier tout cela, c'est pas une mince affaire, je l'avoue. Il faut bien commencer quelque part, et on commence toujours par une réflexion. Il y a toujours des blabla. Oui, c'est ce que des blabla. Toutes les sociétés qui avancent ont commencé par une réflexion, une bonne réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a marché? Pourquoi est-ce que ça a marché là-bas, mais pas ici? Qu'est-ce qui est... Il y a des réflexions, des arborescences de réflexion, tout ça, on va dire, d'une part. Et ensuite, se poser la question, à quoi ça sert la lecture, on va dire? La lecture, c'est d'abord des lettres. Il faut faire sens avec cette lettre, et puis des lettres qui forment des mots.
Dans notre cas, c'est l'alphabet latin et des mots qui forment des phrases. Une phrase déjà. Et puis, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose qui nous affecte en nous et qui font qu'on réagit. Donc, on réagit à ce sens. Ça a du sens, donc. Ça a du sens. Et à partir de là, ce n'est qu'à partir de là, c'est pas juste... On est trop dans un paradigme de on va à l'école pour avoir des notes, pour monter en classe, et pour monter en classe pour décrocher tel diplôme et tout ça. Mais pourtant, oui, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il faudrait absolument qu'on se souvienne, qu'on replace au centre de la discussion publique, on va dire, que l'école, ça sert à former de bons êtres humains capables de fonctionner bien, de bien fonctionner dans une société donnée. Et aussi, l'école aussi, c'est un ascenseur social. Ça fonctionne comme ça. C'est un ascenseur social pour permettre aux méritants de concrétiser leurs rêves. N'importe quel rêve dans la tête d'un enfant qui a grandi dans n'importe quelle famille, n'importe quelle société, n'importe quel voisinage, n'importe quel coin de cette île, on va dire, peut rêver et peut accéder à son rêve si cet élève travaille bien, travaille comme il faut. Et cet aspect ascenseur social de l'école, de l'éducation, c'est pas tellement ça à Madagascar. il faut discuter de tout ça. Il faut discuter de tout ça. Mais est-ce que tu penses, disons, que l'Ismianzouri aura un jour sa place dans les livres scolaires? Oui, ce serait bien, ce serait sympa. On m'en parle de temps à autre. Je pense que ce serait sympa. Je pense que les élèves, les lycéennes, ils pourraient apprécier et ça pourrait leur donner le goût à la lecture et à ouvrir des horizons. Ensuite, il y a écrire également. À écrire également aussi. Et je pense que ce serait une belle idée j'aimerais bien que ça se réalise. Ensuite, est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas du tout. Ça dépend de l'avenir, on va dire. Est-ce que les décisionnaires, on va dire, est-ce que il faut travailler sur la question. Parce que je sais également que tu travailles avec des Arnoufi par rapport à tout cela, à cette, disons, écrire des histoires pour les enfants pour leur donner le goût à la lecture et pourquoi pas à l'écriture. Oui. Tu disais également qu'il a beaucoup de jeunes en ce moment qui commencent à écrire, qui commencent à s'aventurer dans la littérature. Et on parlait également de l'éducation, que les livres ne sont pas suffisants, que c'est pas, on n'est pas encore dans cette logique de lire et de tout cela. Donc, pour conclure, je suggérerais une amplification exponentielle des livres, on va dire, des initiatives, toutes les initiatives qui vont dans le sens où l'accès à la lecture... À la lecture dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes, vraiment dans toutes ses formes. Sur les téléphones, les ordinateurs, des livres physiques, dans toutes ses formes, soit amplifié au maximum. Et aussi les éditions qui il y aurait beaucoup plus de livres disponibles, beaucoup d'offres donc, pour que les lecteurs ont le choix, en plus de le choix, et aussi à des choses plus modernes, on va dire, qui leur parlent un peu plus. Et mon souhait aussi, c'est l'alphabétisation.
L'alphabétisation, c'est une honte quand même en tant que malgache et tout ça, de Madagascar, de se dire qu'ils ont... C'est un échec total, l'alphabétisation durant ces décennies. Et en tant qu'écrivain, j'aimerais tellement à une île avec des habitants totalement qui savent lire, tous qui savent lire en malgache, mais pas seulement. Comme ça, ils auront accès aux livres. On parle toujours que l'écrit, le malgache, la sagesse et tout ça, mais l'écriture, c'est un préalable. Il faut à tout prix passer par l'écriture pour passer à la prochaine étape de la civilisation, on va dire. Et la bureaucratie, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour cela? Ce que je fais pour cela, déjà, je suis en train de redynamiser, on va dire, ma page Facebook, Mosenzu, que j'ai un peu délaissée, je l'avoue. Je m'en excuse pour diverses raisons. Je m'en excuse, mais je suis en train de me rattraper. Et aussi pour la disponibilité du livre en papier avec les éditions Carnet. Et je suis en train d'essayer, on va dire, de proposer autre chose sur Facebook déjà, Et ensuite, il fut un temps où je tenais un blog avec des écrits disponibles à tous, pas de paywall, pas de disponible gratuitement donc. Et je vais m'y remettre, réécrire. Il y en a pas mal qui sont déjà réécrits, des articles, et il y en a pas mal de nouveaux, et je vais en écrire d'autres, et je vais essayer de proposer tout ça. Il y aura aussi des livres. Des livres, on verra. Est-ce qu'il y en aura des versions papier? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toutes sortes de contenus, de livres, d'articles et autres disponibles digital sur le téléphone. Ok, ça promet, hein. Ça promet 2024-2025, ça promet pour la littérature quand je t'écoute. À part le livre, il y a aussi d'autres formats, le cinéma, les chansons. Je t'ai vu dernièrement. Tu jouais de la musique pendant Cuba Libre. Où est-ce que tu en es par rapport à tout cela? Je suis en train de préparer en fait un album, 3 pour être plus précis, un triple album. Le premier album, c'est avec des chansons, un album assez pop, on va dire, pas variété, mais pop. Qui contient des chansons d'amour. J'ai jamais sorti ce genre de choses. Je sais pas par rapport à... par rapport à tout ça, mais ce sont des choses que j'ai ressenties dans les années lycée et après, à l'adolescence et post-adolescence, on va dire. Et des chansons très, très fleur bleue, assez tragiques aussi. C'est le premier album. Le deuxième album est assez rock, on va dire. C'est une période assez... D'aucuns diraient rebelle, je dirais plutôt assez marginal, assez rock alternatif, on va dire, assez prog. Le troisième album, c'est assez lyrique. Un album assez lyrique, assez un peu dans une ambiance assez chorale et électro, quelque chose comme ça. Ça va sortir petit à petit, probablement vers... Mais je le fais en tant qu'Osme. Et aussi, je suis... c'est important de le mentionner. Je suis en train de préparer une comédie musicale avec IFM Lab. Normalement, si tout se passe bien dans le timing de tout ça, on va rentrer en résidence à partir de janvier. Et pour une comédie musicale, pour essayer de... Oui, ça va aussi parler d'amour, de tragique, de société et tout ça. c'est avec l'IFM Lab. Et il y a ce côté, c'est le côté musique, on va dire. Pour le cinéma, c'est... Je ne sais pas encore.
pour le cinéma, mais il y a déjà la comédie musicale, c'est... Oui, il y a le côté art vivant, on va dire, la scène, le côté dramaturge, côté assez Shakespeare et Molière, on va dire, du théâtre, de la scène, de la comédie musicale, ça m'attire beaucoup. Okay. On verra. Ok. Bah, je te remercie d'être venu ici sur notre plateau. C'était vraiment un très grand plaisir pour nous de t'accueillir pour ce podcast. Bon, on va dire que c'est le premier podcast, vraiment podcast, pour Culture 261. On se retrouvera peut-être d'ici 10 ans, 6 mois, un an, pour parler un peu de tout cela. Le plaisir est partagé. Ce sera toujours un plaisir. Culture 275, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter tout ça. Ok, merci à toi. Merci de même.